Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Cannes, l'avant-dernier. Je suis toujours avec toi, Claire Fleury, journaliste culture émérite BFM TV, ça va? Bah bien, toujours, et toi? Ça va nickel. On a fait beaucoup de très belles choses aujourd'hui. On a vu Orlando Bloom pour Gran Turismo. Toi Claire, tu as vu Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste pour le Pixar Élémentaire. On a aussi vu dans un tout autre style la Palme d'Or dont on vous parlera, qui récompense le meilleur rôle de chien dans un film, compétition pas vraiment officielle. Non, mais qui fait émerger de nouveaux talents. Voilà, donc c'est assez appréciable. Ça devient un rendez-vous incontournable à Cannes, donc on y était, effectivement. On a commencé surtout la journée donc par le casting de Gran Turismo avec Orlando Bloom et David Harbour qui jouent aussi dans le film. Le film, il n'est pas du tout présenté officiellement à Cannes, c'est juste en fait un moyen là de mettre en avant le film et de commencer à faire la promotion pour l'équipe. Il sortira en France le 9 août et en fait ce film, il parle donc de l'univers Gran Turismo, mais il n'est pas du tout basé sur le jeu vidéo de course de voiture extrêmement connu. Il raconte en fait ce film l'histoire vraie de Jan Mardenborough, qui était en fait un joueur de Gran Turismo qui est devenu pilote professionnel. On regarde tout de suite la bande-annonce. Vous loupez votre trajectoire à l'écran, vous faites reset. Vous la loupez sur la piste, vous pouvez mourir. Yann, tu passes ton temps sur tes jeux vidéo à rêver de courses de voiture. Papa, tu nous dis toujours qu'on doit faire ce qu'on aime. Un concours. Les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde. Et une chance de courir en professionnel. T'es en train de me dire que tu vas recruter un gamin qui joue à des jeux vidéo dans sa chambre pour le sangler à bord d'un scud qui monte à plus de 300 à l'heure? Il va se faire massacrer. À qui bon? Claire, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, des films qui sont adaptés ou inspirés d'univers de jeux vidéo comme ça? Clairement, il y en a eu deux cette année. Le gros carton avec Mario. Mario, c'est le meilleur résultat au box-office de l'année. Donc voilà, parce qu'il y a une image de marque et les gens attendent ces films. Ils connaissent tellement bien les jeux, ils ont envie de retrouver l'univers. Il y a eu il y a un an Uncharted qui a cartonné aussi. Donc ouais, il y a une alliance de plus en plus entre le monde du jeu vidéo et le cinéma, parce que le cinéma utilise ces marques comme des produits d'appel. Et après, le public vient, découvre, et quand c'est bien fait, ça cartonne plutôt pas mal au box-office. Oui, là, clairement, c'est des énormes cartons. Complètement. Ouais. Mario, je t'avoue qu'on s'y attendait pas forcément. Le bouche à oreille est très bon. Les enfants y retournent à plusieurs reprises parce qu'ils retrouvent leur petit personnage, l'univers. Et puis, je sais pas, tu l'as vu ou pas, ce film? C'est parce qu'en fait, on retrouve vraiment l'univers sonore, l'univers des jeux vidéo. Et puis un personnage comme Mario, ça touche maintenant toutes les au début des années 80, me semble-t-il. Donc il y a les parents, il y a les enfants, tout le monde est content, quoi. Et Gran Turismo, c'est aussi une énorme saga de jeux vidéo. On a pu échanger donc avec Orlando Bloom et aussi avec Archie Madekwe qui joue le personnage principal. Ils nous ont expliqué pourquoi ils avaient accepté de faire ce film et qu'est-ce qui les avait attirés le plus. On va les écouter. And what I was intrigued by was that we had this big game title. We have this title, Gran Turismo, but within the story is a really beautiful, true to life, true story of a young guy, a young boy who came from Wales, who dreamed big enough and ended up living his dreams. I was so excited about the idea of playing this young person of color in a huge studio film like this. I mean, it feels to me like he's like a real life superhero doing sports like this. I can tell you from experience, it's not easy, and there was a story I'd never heard of. So the story of Jan came first, and then the car stuff came second, but the car stuff was cool too. Bon alors forcément, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Orlando Bloom s'il jouait vraiment à Gran Turismo ou si c'était une totale découverte pour lui. Est-ce que toi, Claire, t'as ton avis? Est-ce qu'il joue? Écoute, je sais pas, je le sens bien Mario Kart, je sais pas pourquoi, mais... Orlando Bloom, Mario Kart? Tu sais, père de famille, tu joues à Mario Kart avec les enfants, voilà. Bon. C'est une théorie. C'est une théorie, c'est une théorie. On va écouter sa réponse sur Gran Turismo. No, I have played the game subsequently, but I'm not like a gamer per se. I like to drive fast, like to go fast, but I haven't played games, so... Donc pas un immense joueur de Gran Turismo,
mais dans un autre style au cinéma. Même s'il n'a pas fait carrière dans le jeu vidéo, on peut dire que lui, il a fait une énorme carrière au cinéma. Orlando Bloom, c'est un acteur qui a marqué par ses très grands rôles. Ah bah déjà, rien que la saga Pirates des Caraïbes, un carton assez incroyable, il était dedans. Le Seigneur des Anneaux aussi, il était dedans. Enfin voilà, ça a été quand même un peu... il a une période au début des années 2000 où il était un peu le beau gosse, le jeune premier prometteur du cinéma avec de l'action, avec de l'humour. Et voilà, alors là, ces dernières années, on va pas se mentir, on l'a un petit peu moins vu, il était un petit peu moins sur le devant de la scène, mais il tente un retour, donc on va voir si ça marche, si le public l'a pas oublié. Toi, tu as vu aujourd'hui une grande actrice qu'on voit partout depuis de nombreuses années, et notamment sa carrière en grande force ici, c'est Adèle Exarchopoulos. Ouais, bah, Exarchopoulos, elle a été au théâtre avec Adèle, la vie d'Adèle qui a eu la palme d'or pour le film, et ça c'était inédit pour série, Palme d'or remise quand même par un certain Spielberg, c'est n'importe quoi. C'était jamais arrivé. Palme d'or pour des acteurs? Non, jamais. Donc voilà, c'était récompenser toute l'équipe, le réalisateur, les acteurs. Donc voilà, c'est lancé quand même dans un registre différent et sort des acteurs, c'est-à-dire qu'il les fait tourner jusqu'à obtenir un lâcher-prise. Dire que le réalisateur de La Vie d'Adèle. Tout à fait, le réalisateur de La Vie d'Adèle. Et donc là, on la retrouve dans un film, au doublage d'un film d'animation. C'est la première fois qu'il fait ça quand même. Le film Élémentaire, le nouveau film de Pixar, qui sortira donc le 21 juin en France. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et toi, Claire, tu as pu le voir, ce film. Mais comme d'hab, tu ne peux pas en parler. Comme d'habitude, je n'ai pas le droit de te parler de ce film, mais je l'ai bien vu. Et donc ce film, par contre, on peut parler un tout petit mot quand même sur ce dont ça parle. C'est sur les 4 éléments. Exactement, avec quand même les 4 éléments, comment ils cohabitent ensemble, avec quand même un focus sur l'eau et sur le feu, puisqu'on dit souvent que les opposés s'attirent, et quand 2 opposés s'attirent, à savoir un élément de l'eau et un élément du feu, que ça peut fonctionner, est-ce que ça marche ou est-ce qu'au contraire ça va créer des catastrophes? Le film donnera la réponse. On va déjà regarder. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, votre commande! On est tout feu, tout flamme. Cette boutique est le rêve de notre famille. Et un jour, elle sera à toi. Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or. Les éléments ne se mélangent pas. D'où il sort? Oh, en plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Wow. Hey. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Suis-moi. On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Attends, regarde ça. Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. C'est ici que t'habites? Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a 2 enfants qui doivent nager quelque part. Marco! Polo! J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père. Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Goûtez donc cela. Arrête, ils sont trop chauds ceux-là. J'adore quand ça brûle. Tu vois, ils se régalent.
sortira donc le 21 juin, n'est pas en compétition cette année à Cannes, mais il y a quand même une sorte de, entre guillemets, de titre honorifique puisque c'est la dernière séance du festival. C'est aussi le 4e film de Pixar qui est présenté à Cannes, après Là-haut, Vice Versa et Soul. Et c'était en 2009, Là-haut, ça avait été le film d'ouverture du festival. Donc en fait, c'est des séances quand même qui ont une importance pour le festival, même si elles ne sont pas, enfin les films ne sont pas en compétition officielle. Oui, non, c'est une façon de mettre à l'honneur l'animation. Et mine de rien, quand on met à l'honneur un Pixar, c'est quand même pas n'importe quel studio. Pixar, ce sont des films qui sont quand même la plupart du temps très bien reçus par la critique. Donc ils ont leur place dans un festival comme le Festival de Cannes. Et donc ils viennent assez régulièrement. Et celui-là, typiquement, voilà, on a vu la bande-annonce, c'est un film qui a l'air tout mignon, plein d'action, mais chez Pixar, il y a toujours un message assez fort derrière. Et là, en fait, ce film, il parle tout simplement du racisme, des différences culturelles, comment on accepte l'autre, la différence, et comment ça peut devenir une force. Et c'est un message, en fait, très personnel du réalisateur. Le réalisateur, il s'appelle Peterson. Il est américain, mais il est d'origine coréenne. Et il s'est marié avec une américaine. Et lui, au début, quand il a présenté sa dulcinée à sa famille, ça a coincé, ça n'a pas été simple. Et en fait, il a voulu utiliser cette expérience très personnelle, et c'est souvent de ça dont parlent les films Pixar. Il a utilisé cette expérience très personnelle pour essayer justement d'en faire un message beaucoup plus large, beaucoup plus global, beaucoup plus universel. Donc voilà, c'est un peu la marque de fabrique de Pixar. Ils tiennent à ça, ils tiennent à créer une féerie, à faire voyager les enfants, et en même temps à essayer d'ouvrir les esprits, de les éduquer. Et tu as eu aujourd'hui la chance de rencontrer donc, les voix françaises de ce film, qui sont donc interprétées par Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste en partie, parce qu'évidemment il y a d'autres acteurs qui font le doublage. Et en fait, ils ont expliqué qu'ils ont passé un casting pour être sélectionnés, alors qu'on pourrait se dire des très grands acteurs comme ça, on va aller les chercher directement. Oui, alors je t'avoue que j'étais assez surprise parce que moi aussi, je fantasmais le côté on cherche un ou deux acteurs un peu populaires, comme ça on va mettre un nom sur l'affiche, ils vont venir faire 3-4 jours d'enregistrement en studio. Et non, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ils ont dû faire des tests pour vérifier qu'ils étaient prêts à l'exercice, parce qu'en fait c'est un exercice, justement on parlait d'Adèle Exarchopoulos et du cinéma d'Abdelatif Kechiche. Là en fait c'est l'opposé qu'il faut faire, c'est-à-dire que là il faut surjouer, il faut tout faire passer. On écoutera leur réponse dessus. Mais voilà, enfin, on s'improvise pas en fait acteur de doublage. Et en tout cas, il laissait aussi entendre qu'il n'avait pas été sélectionné pour jouer le rôle n'importe comment. Enfin, que c'était aussi un peu basé sur leur personnalité à eux, qui devait coller au personnage. Ils nous ont dit un mot dessus, on va les écouter. Si, forcément, dans ce que les gens projettent de moi, je comprends. Après, moi, c'est vrai que je me trouve pas, on disait ça tout à l'heure, je me trouve pas forcément être quelqu'un d'enflammé, surtout quand c'est lié à la colère, etc. Je suis pas du tout quelqu'un de colérique, donc non, mais par contre, je vois que dans le regard des gens, oui. Tant mieux, en fait. Je me dis, tiens, ils doivent se dire que je suis enflammé, je me laisse pas faire, alors que je suis une victime. Non, mais ça me dérange pas, même si je le prends bien. Je suis un peu émotif, mais pas non plus comme je pleure pas tout le temps. Non, mais c'est plus sa gentillesse, toi, sa fantaisie. Ouais, la gentillesse. Gentil, ouais, c'est vrai que je suis plutôt sympa, gentil. Ça, c'est un trait de caractère que j'ai. Mais lui, c'est sympa man, c'est la personne la plus sympa de tous les temps et hyper émotif. En fait, c'est des traits de caractère, je pense, que je peux avoir, mais pas autant que Flack, quand même. Les éclairs, et on va les entendre ensuite. Le doublage de film, ça n'a en fait pas grand-chose à voir avec l'acting. Et ces deux acteurs, principalement, en fait, on les voit juste eux à l'écran. Oui, et puis ils viennent en fait tous les deux d'univers cinématographiques où on leur apprend quand même à énormément intérioriser. Adèle Exarchopoulos, c'est l'école Kechiche, donc c'est une école où tout se joue à des regards, parfois même juste à la texture de la peau, à la sueur. Et donc on est quand même très très loin du doublage, où le doublage, là il faut aller au charbon et puis parfois aller un peu plus dans la caricature parce qu'on n'a que la voix en fait. On va écouter justement comment eux ils vivent ces différences. Ça demande beaucoup d'énergie et de précision. Et puis moi qui suis beaucoup dépendante des autres sur un plateau, c'est-à-dire que c'est ça que je trouve beau en fait dans le cinéma, c'est le collectif, c'est de dépendre des maladresses de l'autre, de la puissance de l'autre, du rythme de l'autre, etc. Donc là c'est plus une mission solitaire, mais t'es tellement rempli. Déjà on l'avait vu en VO, on a vu tout le film, donc on connaissait le message qu'il y avait derrière, et en même temps cet univers
assez fou de Element City. Donc je me suis nourri vachement de tout ça, finalement. Ce dont moi je peux être dépendante sur un plateau, je l'ai retrouvé dans... Enfin, en fait, il faut juste tout transformer. Un peu. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est pas du tout le même exercice que jouer dans un film en prise de vue réelle, quoi. C'est vraiment... Parce que, étant donné que toute l'émotion passe par la voix, c'est un exercice totalement différent. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas évident parce qu'il faut tout transmettre les émotions par la voix, quoi. C'est-à-dire que normalement, on a son corps, on a machin, je sais pas, dans une scène d'émotion, par exemple, où on doit pleurer, bon, on n'a pas la voix là-dedans, ça transmet rien, quoi. Tandis que là, il faut transmettre ça par la voix, quoi. Et donc ça demande beaucoup d'énergie et c'est un jeu totalement différent, moi j'ai trouvé. C'est vraiment, il n'y a aucune forme de naturel en fait dans ce jeu-là, quoi. Et donc, comme on disait, les films d'animation, ils marquent de plus en plus le festival de Cannes et on entend de plus en plus parler. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers un Pixar qui remporterait un prix à Cannes ou qui serait d'abord sélectionné ces prochaines années ? Alors écoute, peut-être pas, parce qu'on voit quand même Disney vient assez régulièrement au festival, mais c'est toujours hors compétition. Je sais pas si Parce que Disney Pixar maintenant. Oui, pardon, c'est la même entreprise. Je sais pas si de façon plus large, un gros studio a un intérêt à risquer la compétition, parce que repartir avec un prix, c'est un booster en termes d'entrée. Ces gros blockbusters, entre guillemets, parce que les films Pixar, ce sont des blockbusters d'animation. Ils n'ont pas forcément besoin de ce coup de pouce. On les voit aux Oscars, par exemple. Oui, mais les Oscars, ils sont déjà sortis. Donc les Oscars, ça permet de leur donner un label de qualité à un réalisateur, au studio. Mais ça n'a aucune conséquence sur le box-office. Cannes, la compétition, c'est fait pour ça. C'est fait pour être prescripteur et permettre à des films d'émerger. Donc les films de studio, ils ont honnêtement pas besoin de ça. Et d'ailleurs, on le voit, l'année dernière, Top Gun, le film était hors compétition. Il s'est retrouvé avec plein de nominations aux Oscars, mais il était hors compétition à Cannes. Ils ont utilisé l'arène médiatique qui est Cannes pour faire parler du film. Il y avait la patrouille de France qui survolait le ciel, enfin voilà, pour marquer un coup médiatique. Mais après, risquer la compétition, ça serait même peut-être contre-productif, parce qu'un film comme ça, qui repart bredouille du Festival de Cannes, au contraire, les gens pourraient se dire, bah, en fait, le dernier Pixar, il n'a rien eu. Je vais peut-être pas aller le voir. Donc moi, je pense pas. Alors que pourtant, on le disait, c'est des films qui sont généralement d'une grande qualité. Tout à fait. Mais la marque est déjà installée. Si la marque est installée, elle n'a pas forcément besoin de se risquer à la compétition. À l'inverse, un réalisateur naissant, un jeune réalisateur, un réalisateur étranger qui a besoin de se faire connaître du marché européen, a besoin de ce label-là. Regarde par exemple Scorsese, c'est une image de marque. Il a la Paramount et Apple Plus derrière lui. Eh bien, son dernier film qui a été présenté à Cannes, c'était du hors compétition, alors que Thierry Frémaux l'a dit, il a proposé la compétition à Martin Scorsese au studio. Ils ont refusé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Ouais, donc effectivement, ce serait plus dangereux qu'autre chose pour Pixar. Et toi, c'est quoi ton Pixar préféré ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Oh là 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 là, c'est... Pixar ou j'étends à... Ça peut être Disney ou film d'animation plus globalement. Écoute, moi j'ai une vraie tendresse pour là-haut. Ouais. Voilà, pour là-haut, parce que je trouve que c'est une ode justement à regarder les personnes âgées avec douceur. C'est une ode à la transmission. J'aime beaucoup là-haut. J'aime beaucoup Toy Story parce que qui n'a pas rêvé que ses jouets avaient une vie cachée ? Franchement. Ouais, Toy Story, c'est hyper bien, ouais, c'est sûr. Moi, je suis sûre que mon doudou allait faire des fiestas la nuit quand je dormais, tu vois. Donc voilà, enfin, qui n'a jamais parlé à sa poupée ou à sa voiture ? Donc Toy Story, je trouve que c'est une magnifique trouvaille, parce que tous les enfants ont rêvé de ça, ont rêvé que son jouet préféré prenne vie et soit son meilleur ami. Donc voilà. Et tu as profité, toi, ce matin, d'avoir Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste pour Élémentaire, pour justement leur demander quel était, à eux, leur film d'animation préféré. On va écouter leur réponse. Moi, je dirais Le Roi Lion, parce que depuis que je suis petite, je suis toujours émue plus ou moins au même moment. J'ai toujours de la tendresse pour ces animaux. Moi, je dirais Le Roi Lion, Ratatouille, Là-haut. Il y en a plein, Monstres et compagnie. Ouais. Je pourrais pas vraiment choisir un, mais si Disney, je dirais Le Roi Lion quand même. Et Aladdin. Le Roi Lion, c'est vrai que c'est fort. Nous, c'est notre génération à fond en plus, quoi. Ouais, et puis sur la trahison, sur. Ah ouais, Le Roi Lion, ouais, c'était
c'est immense le Roi Lion, quoi. C'est Et moi, cool. Mille et une pattes, quand même, aussi, un Pixar. Ah bon C'est vraiment le Pixar de mon enfance. Ah ouais. Je rigole. C'est vrai Tu qu'on vois, avait dit 14 500 heures. fois. Je me suis dit, attends. Mais quel mauvais choix, Mille et une pattes. Non, mais le Roi Lion, c'est vrai qu'il y a le combo, les chansons de dingue et puis, Non, tout est puis fou. l'émotion, quoi. C'est- Non mais Roi Lion surtout, je sais pas quel âge on avait quand c'est sorti, on avait genre 5 ans, c'était incroyable, c'est-à-dire c'était vraiment le meilleur dessin animé de tous les temps, quoi. Et j'ai été rejoint par Édouard Bonamour, journaliste culture aussi à BFM TV. Ça va, Édouard? Salut Hugo, ça va et toi? Ça va, ça va. Toi, hier, tu étais à une conférence, une rencontre avec Quentin Tarantino. On va regarder comment ça s'est passé, mais un petit mot juste sur ce moment. Écoute, c'était une rencontre qui était hyper attendue parce qu'en fait, Tarantino venait à Cannes. Alors, c'est toujours un événement quand on voit Tarantino et il présentait un film. Personne ne savait quel film il allait présenter. Est-ce qu'on allait voir, je sais pas moi, un extrait de quelque chose qu'il avait créé lui-même? Est-ce qu'il allait nous présenter un classique qu'il adorait? Personne ne savait rien. Donc c'était un peu un événement. Il y avait énormément de monde. Il y a même des gens qui ont voulu me racheter ma place dans la file d'attente pour aller dans la salle. Ouais. Mais moi, je négociais un peu trop haut, je crois. Je demandais 2000 balles. Bon, les gens ont dit non. Mais ouais, non, il y avait un monde de dingue et c'était hyper attendu, hyper sympa à faire. Ouais. On va tout de suite regarder son entrée dans la salle et le moment où il a donc révélé ce qui allait être projeté. Rolling Thunder! Hearing a few rolling thunders out there. We will be seeing this afternoon on 35 millimeter is John Flynn's Rolling Thunder. My vote for the greatest revenge dramatic ever made. Oh boy. So sit back, relax, watch the film, and feel free to be a little un-French at a couple of sections, all right? If your blood gets up, let it get up. If you want to shout, go ahead and shout. If you want to scream during shotgun blast, scream during shotgun blast, all right? Bon, clairement, ça avait l'air d'être un peu la folie. Il y avait une ambiance de dingue. Il y avait une ambiance de dingue parce que lui-même, donc lui, il nous a dit d'être un peu moins français, donc de profiter à fond du film. Et ensuite, il est venu s'asseoir dans la salle. Donc, il a regardé ce film avec nous. Et en fait, c'est une histoire hyper marrante, ce film, parce que c'est un vétéran qui combattait au Vietnam, qui a été retenu en otage pendant 7 ans. Il revient à San Antonio, au Texas, chez lui, après 7 ans d'absence. Et sa femme l'a trompé. Il se fait broyer la main dans un broyeur, tu sais, les trucs pour broyer les aliments là, dans les éviers aux États-Unis. Bref, il perd sa main, on lui met un crochet en métal et il décide de se venger parce qu'on tue sa femme et son fils. Un film complètement absurde, vraiment un film des années 70 à mort. Et à chaque fois qu'il se passait un truc, t'avais Tarantino dans la salle qui disait fuck yeah. Il réagissait à tous les trucs, il était à donf. Donc c'était marrant parce que du coup toute la salle participait à ça, tout le monde criait, tout le monde hurlait, on était tous contents d'être là, c'était hyper marrant. Et alors, est-ce que le film était bien quand même ou c'était vraiment un peu nanar? Alors, quand on l'a vu, en fait, c'est un film dont il parle dans son livre Cinema Speculation, il y en a peut-être qui l'ont lu. C'est donc un film de l'année 77 qui a été écrit par Paul Schrader, qui est le scénariste de Taxi Driver. Donc c'est un film qui était quand même censé être important. C'est vrai que quand on s'est retrouvés à regarder ce film-là, il y avait beaucoup de gens autour de nous, on se regardait, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on est en train de voir? C'est vraiment une série Z pas possible quoi. Parce qu'il y a vraiment des dialogues, les mecs se regardent et limite c'est une série un peu bas de gamme que tu pourrais voir à la télé tard le soir. Et donc sur le coup, bof, mais après quand Tarantino est venu parler sur scène, parce qu'après il a fait une rencontre, il est resté 1h30 sur scène pour nous parler du film et pourquoi. Je suis complètement jaloux. Il adore ce film, je sais. On peut pas tout avoir. Quand il a parlé de ce film et qu'il a expliqué pourquoi il l'aimait, bah du coup évidemment quand Tarantino t'explique, là tu te dis ouais c'est un putain de chef-d'œuvre quoi. On était trop contents. Tu veux que je te dise un peu pourquoi il nous a dit que c'était un chef-d'œuvre ou pas ?
Vas-y, explique-moi. En fait, il expliquait, donc, ce film a été écrit par Paul Schrader, qui a écrit Taxi Driver, et il devait normalement réaliser aussi ce film. Et en fait, il en a fait, il voulait dénoncer un peu la guerre au Vietnam, les vétérans qui reviennent, dans une violence extrême. Et il voulait, en fait, faire de ces mecs la caricature du gros raciste qui bute tout le monde parce qu'ils vont tuer des Mexicains, c'est à la frontière mexicaine, etc. Sauf qu'en fait, le scénario lui a été plus ou moins pris, volé, et c'est John Flynn, alors un réalisateur que, moi je connaissais pas en tout cas, mais qui a récupéré le film, et ils en ont fait au contraire un peu l'apologie de ces mecs, de ces vétérans et qui reviennent aux États-Unis. Donc Tarantino disait carrément que c'était un film néofasciste en fait, mais il dit c'est le meilleur film néofasciste. Et c'est surprenant, mais en même temps il disait par sa violence et par son histoire, parce que le scénario a été récupéré, etc. C'est ce qui fait que ce film est passionnant à regarder et raconte un peu aussi un pan de l'histoire du cinéma américain, parce que comment les studios manipulaient un peu tout ça, quoi. Donc c'était vraiment intéressant. Il y a eu un autre événement aujourd'hui totalement décalé à Cannes. Ça s'appelle passer du coq à l'âne. Ouais, je t'écoute. Ouais, coq à l'âne, animaux, voilà, tu vois là, je prends. C'était la Dog Palm, la Palme Dog. En fait, c'est une compétition qui récompense le meilleur chien dans un film en compétition. Ouais, exactement. On a vu des très beaux chiens d'ailleurs à cette remise de prix. C'est assez particulier en fait, c'est donc une compétition absolument pas officielle, pas reconnue par le Festival de Cannes, mais qui existe depuis 2001 et donc qui récompense le meilleur chien dans un film pendant l'année. Et il y a eu des chiens qui ont gagné ce prix, qu'on a vu dans des films très connus, notamment Huggy dans The Artist en 2011, ou aussi Brandy, le chien de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, justement de Quentin Tarantino, qui avait gagné en 2019. Je savais pas. Ouais. Info intéressante. Bravo. J'ai essayé d'interviewer un des lauréats cette année. On regarde ça. I have to say that Bijou is a bit of an upstaging little pup. Something so small. Un petit mot, Bijou, après cette palme. Voilà, la star. Et cette année, c'est donc Snoop, un border collie qui joue dans le film Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui a gagné donc la Palme Dog. Claire, c'était toi ton favori? Ah mais complètement, je suis trop heureuse parce que généralement sur la Palme d'Or, je me plante tous les ans. Mais alors là, c'était mon chouchou parce que ce chien est juste incroyable dans le film. C'est-à-dire qu'il nous fait une fausse mort, il ressuscite, il vomit. Enfin, c'est du Robert De Niro quoi, ce chien. Donc il est incroyable. Donc au moins cette année, j'ai trouvé un lauréat du Festival de Cannes et je suis pas peu fière. Tu es revenu nous en parler parce que donc, tu étais fan de ce chien et qu'Edouard a dû partir pour aller voir une séance parce que donc, ça n'arrête toujours pas à Cannes. Et demain, c'est la fin du festival. Ouais, tu disais? Je voulais quand même te dire un truc. Est-ce que tu sais qu'il y a une micro-arnaque sur le prix? Une micro-arnaque? Dis-moi en plus. Mais c'est pas mon chien que tu as eu. Oui. Ça, oui, faut le dire. Je savais. Ça faut le dire, parce que si on est fan, voilà, ils mettent en fait des doublures, parce que les chiens forcément ils vont pas rester 2 semaines au Festival de Cannes, donc en fait ils font venir des chiens ressemblant aux chiens du film, et donc c'est pas l'acteur qu'on a eu. Faut le dire. Est-ce que c'est une grande déception pour toi? Bah oui, moi j'aurais voulu le féliciter, lui faire un gros câlin parce qu'il est extraordinaire quoi, ce chien, le vrai. On voit qu'il t'a touché en tout cas. Il s'appelle Messi. Messi. Ouais, le vrai il s'appelle Messi. Et là tu as eu sa doublure qui s'appelle Suzy. Non mais c'est important de le dire quand même. C'est Snoop. Non, Snoop c'est son rôle dans le film. Ah oui, oui. Donc demain c'est déjà la fin du festival, la cérémonie de clôture. Est-ce que toi tu peux nous donner ton petit favori peut-être pour la Palme d'Or? Ouais, mais alors autant sur la Palme Dog, je suis super forte, autant sur la Palme d'Or, c'est dur. On parle beaucoup de Zone of Interest, de Jonathan Glazer. Moi, j'ai beaucoup aimé le Wim Wenders. Voilà, le Wim Wenders qui est incroyable, qui m'a vraiment touchée. Donc écoute, on verra. Est-ce que toi, il y a un film qui t'a emballé? C'est dur, hein. Ouais. Firebrand avec Jude Law, c'était bien.
mais j'ai pas vu un film particulièrement où je me suis dit waouh, c'est le chef-d'œuvre ultime qui mériterait une Palme d'Or. Bah, en fait, cette année, c'est assez partagé. C'est une édition assez étonnante parce que souvent, il y a quand même un coup de cœur ou un film où 8 journalistes sur 10 disent oh, celui-là, je l'adore. Alors, il n'a pas forcément la palme, mais il est au palmarès. Là, moi, je parle un petit peu à droite, à gauche aux confrères et personne n'est d'accord. Donc, soit ça veut dire que c'est un bon cru et que voilà, il y a des très bons films, soit ça veut dire que c'est un cru moyen. Je vous laisse en juger. Je ne me prononcerai pas. On pourra débriefer ça, en tout cas, tous ensemble demain pour donc la cérémonie de clôture et le palmarès de cette édition du Festival de Cannes. On se retrouve donc demain en live pour un dernier Live Cannes. À demain. Salut.